on a vraiment besoin d'une réforme du système de retraite parce que ce système est déséquilibré. Si nous voulons être justes entre les générations et sauver notre système par répartition, nous devons faire cette réforme. C'est le sujet du moment. Le gouvernement a présenté son projet pour réformer les retraites mardi 10 janvier dernier. Il y est prévu de modifier l'âge de départ de la retraite de 62 actuellement à 64. C'est ce point-là parmi d'autres qui a provoqué la colère. Et oui, souvenez-vous, ces dernières semaines ont été marquées par plusieurs manifestations qui devraient continuer prochainement. Environ 2 millions de Français étaient mobilisés dans la rue pour manifester contre la réforme des retraites. Il s'agit d'un record contre une réforme sociale depuis 1995. De son côté, le gouvernement se répète à dire que cette réforme est nécessaire pour maintenir ce système en place et éviter une accumulation de dettes. Mais n'êtes-vous pas un peu perdu parmi tous ces discours ? Il y a quelques jours, j'ai eu la chance de rencontrer Gilles Raveau. Il est économiste, journaliste et maître de conférence à l'Institut d'études européennes de Saint-Denis. Il a sorti il y a quelques jours un hors-série Charlie Hebdo intitulé « Retraite, le casse du siècle, pourquoi Macron veut nous faire bosser à mort ». Il y explique de façon simple et sans termes complexes d'économiste que cette réforme n'est pas nécessaire et que notre système de protection sociale est efficace. Cette hors-série est disponible dans tous les kiosques. Je lui ai posé quelques questions lors de notre rencontre à la suite d'une conférence. En quoi cette réforme est-elle mauvaise ? Cette réforme, évidemment, on a l'impression que c'est une bonne idée parce qu'il y aura de plus en plus de personnes âgées, on nous dit qu'il n'y a pas assez de jeunes et que donc il faut que les jeunes travaillent plus et travaillent plus longtemps pour payer la retraite des vieux. Et évidemment, c'est pas entièrement faux, mais moi je pense que c'est une mauvaise réforme, d'une part parce qu'elle va beaucoup reposer sur les gens qui ont fait le moins d'études, qui vont travailler en fait plus longtemps que les autres, c'est-à-dire que dans le projet du gouvernement, si vous avez commencé à travailler jeune, vous allez cotiser 44, même 45 ans, alors que quelqu'un qui a fait des études, lui, ne va travailler entre guillemets que 42 ou 43 ans. Donc c'est une réforme qui est très inégalitaire. Et d'autre part, elle oublie qu'il y a d'autres façons de financer les retraites. Par exemple, si vous augmentez les salaires, comme les cotisations pour la retraite sont prises sur les salaires, si les salaires augmentent, les cotisations augmentent et donc on peut payer les retraites. On peut aussi, deuxième solution, augmenter le taux de cotisation, c'est-à-dire prendre une part plus importante des salaires pour payer les retraites. C'est un choix politique qu'on peut avoir, on peut en discuter entre nous. Et la troisième chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien travailler et qui ne peuvent pas le faire parce qu'ils subissent des discriminations, parce que le coût du logement est trop cher, parce qu'ils sont loin de leur emploi, parce qu'ils ne peuvent pas faire garder leurs enfants. Et il y a plein de situations comme ça que le gouvernement n'essaye pas du tout de résoudre. Et enfin, il impose aucune obligation aux entreprises. On sait que le principal problème aujourd'hui, c'est que les gens ont du mal à garder leur emploi après 50 ou 55 ans. Et ça, la seule solution pour résoudre ça, c'est d'obliger les entreprises à s'adapter à leurs salariés, à les former, à s'occuper de leur santé. On peut le faire et ça, le gouvernement ne fait rien non plus dans ce domaine-là. Pourquoi le gouvernement se répète à dire que cette réforme est nécessaire ? Eh bien, je ne sais pas. Non, vraiment, je ne sais pas. C'est très curieux parce que le gouvernement d'Emmanuel Macron, depuis son premier mandat, a une politique économique qui est très claire, qu'on peut défendre, mais vraiment qui est très claire, qui consiste à beaucoup baisser les impôts sur les hauts revenus, sur les personnes riches et aussi sur les entreprises. Il a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune. Il a baissé justement beaucoup les cotisations sociales qui financent la sécurité sociale. C'est aussi pour ça, par exemple, qu'il y a autant de problèmes à l'hôpital. Il n'y a pas assez d'argent dans la santé. Il a baissé beaucoup les impôts sur les entreprises et sans financer ces baisses d'impôts. C'est-à-dire que tous les ans, bien avant le Covid, etc., depuis qu'Emmanuel Macron est élu, le Parlement, tous les ans, vote un budget de l'État qui connaît un très important déficit. Donc, pour donner un chiffre, le budget de l'État cette année, ça sera au moins 160 milliards d'euros. Et donc, c'est incompréhensible que le gouvernement s'inquiète d'un déficit futur des retraites qui serait de 15 ou 20 milliards d'euros par an, alors que cette même majorité, elle a voté en décembre dernier, il n'y a pas si longtemps, un déficit pour le budget de l'État cette année, qui est donc de 160 milliards d'euros, qui est 10 fois plus que ce que sera le déficit futur des retraites. Je dis déficit futur parce qu'actuellement, le régime des retraites, il est en excédent, il n'y a pas de déficit cette année des retraites. La taxation sur les super-profits peut-elle être une solution ? Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'effectivement, il s'est passé quelque chose de très bizarre avec le Covid, que personne n'avait connu, que personne pouvait anticiper, et que donc il faut avoir la modestie d'essayer de comprendre après ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est que, et c'était très bien,
le gouvernement en fait a donné de l'argent aux Français, aux entreprises, pour éviter notamment que les entreprises fassent faillite alors qu'elles étaient fermées et qu'elles produisaient plus rien. Le seul problème, c'est que pendant cette période-là, il y a eu certains secteurs qui ont gagné beaucoup d'argent. L'exemple typique, c'est les laboratoires pharmaceutiques, évidemment. On est tous allés se faire tester. Et donc, les laboratoires pharmaceutiques, les centres de laboratoires d'analyse, les gens qui font les vaccins ont gagné énormément d'argent. Et puis, il y a aussi des entreprises comme Amazon, par exemple, qui ont gagné énormément d'argent, parce qu'on était tous confinés chez nous, et que donc on a beaucoup plus consommé des produits par Internet qu'avant. Bref, quand on fait le résultat aujourd'hui, on voit quel est le résultat pour un économiste du Covid, au-delà de la question humaine, en fait, qui est la première question du Covid. Sur le plan économique, l'État a beaucoup dépensé, l'État a beaucoup perdu, et l'État n'a rien gagné. Et aujourd'hui, c'est quand même très bizarre de se dire que pendant cette période-là où en fait l'État il a sauvé tout le monde, ou pour prendre un terme d'économiste, il a sauvé les fesses de tout un tas d'entreprises, il y a parmi ces entreprises des gens qui ont gagné énormément d'argent. Cet argent, en fait, dans une bonne partie, ces entreprises l'ont gagné grâce à l'État. C'est parce que, d'un côté, l'État, vous voyez, soutenait le revenu des entreprises, soutenait le revenu des Français qu'on pouvait acheter. Et donc, il y aurait une logique économique basique de dire l'État doit reprendre une partie de cet argent-là. Et on a en plus aujourd'hui des entreprises, notamment dans le domaine de l'énergie, dont on sait qu'elles gagnent énormément d'argent, sans raison en fait. Elles ne rendent pas un meilleur service, leurs produits ne sont pas meilleurs. C'est juste toute la question de la crise énergétique, la guerre en Ukraine, qui fait qu'elles peuvent vendre beaucoup plus cher, qu'elles gagnent énormément d'argent, comme Total par exemple. Et donc là, je pense que l'État, Emmanuel Macron, fait une énorme erreur démocratique, c'est qu'il n'y a aucune raison économique en fait pour l'État de ne pas reprendre une partie de l'argent à ces entreprises qui soit n'a aucune justification économique comme dans le domaine de l'énergie, soit encore une fois a été gagné par ces entreprises privées effectivement, mais parce que l'État était derrière. On peut voir les gouvernements se succéder et l'âge de départ à la retraite s'allonger. Pourquoi n'arrivons-nous pas à trouver un bon équilibre ? Alors moi, ma réponse, ça serait l'inverse. C'est plutôt comment expliquer que le système soit encore debout. Parce que, bon, évidemment, vous êtes jeune, mais le premier rapport sur la crise des retraites, il date de 1991. Donc j'imagine bien que vous n'étiez pas né. C'était Michel Rocard, à l'époque, qui était Premier ministre. Et donc moi, qui ai 49 ans, ça fait 30 ans qu'on m'explique que le système des retraites va se casser la figure, que demain, il n'y en aura plus. Et donc ça, vous voyez, c'est intéressant. Comment c'est possible que depuis 30 ans, vous voyez, 30 ans, c'est long, qu'on nous explique que c'est menacé, qu'il faut agir beaucoup. Et en fait, au contraire, le système, il a tenu. Alors, comment est-ce qu'il a tenu ? Effectivement, vous l'avez dit, on a augmenté la durée de cotisation. J'en parlais tout à l'heure, on a aussi augmenté le taux de cotisation. Et même mieux que ça, c'est que, heureusement, on a eu des dirigeants aussi bien dans le système public que dans le système privé qui ont été prévoyants et qui ont mis de l'argent de côté. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous lisez, comme moi, le rapport du Conseil d'orientation des retraites, vous verrez qu'à la page 110, il y a un tableau sur les réserves du système de retraite qui aujourd'hui dépasse les 200 milliards d'euros. Donc en fait, les retraites, elles sont versées tous les mois en France. Les retraites sont plus élevées en France que dans la plupart des autres pays. Donc le système, il va très bien, justement, on s'est adapté. Et la raison pour laquelle les gens aujourd'hui refusent la nouvelle réforme que propose Emmanuel Macron, c'est parce qu'on sait que, par exemple, l'espérance de vie, l'INSEE, l'Institut de la statistique, calcule ce qu'on appelle une espérance de vie sans incapacité ou une espérance de vie en bonne santé. Et justement, en France, elle est de 64 ans. Et donc là, les gens, ils voient que, en fait, avec le projet du gouvernement, ils vont arriver à la retraite cassée, quoi. Ils veulent plus, ça devient trop dur. Et puis, il y a eu le Covid qui a beaucoup joué. Il y a eu une succession de réformes, justement la baisse des impôts sur les riches, aussi la baisse des allocations chômage. Je pense qu'il y a une fatigue de beaucoup de Français de dire ce gouvernement il est trop dur avec nous, il est trop gentil avec les puissants, avec les riches, il ne demande rien aux entreprises, notamment sur la question écologique. C'est vraiment, il y a une injustice fondamentale. Et puis la question de la retraite, c'est la fin de la vie. Et c'est la question de la vie et de la mort aussi. Et donc là, on vous touche à quelque chose. Vous voyez, si l'âge il se recule, c'est fichu. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas... vous voyez, quand vous arrivez à 65, 70 ans, si vous devez encore travailler à cet âge-là, les années qui sont perdues, vous n'allez pas les rattraper. Et puis les années passées à la retraite à 80 ans, c'est pas les mêmes que les années passées à la retraite à 65 ans. On le sait bien, quoi. On décline quand même au cours de la vie. Donc, il touche à quelque chose, je pense, de beaucoup plus fondamental. Et je pense qu'il ne s'est peut-être pas rendu compte à quel point il touchait à quelque chose de très profond, quoi. Quelle est la proposition la plus sensée que le gouvernement ait faite ? Je pense que la proposition la plus sensée, c'est l'idée qu'il y a un minimum retraite. Ça me paraît très important. Pour moi, ce minimum retraite, il devrait être au niveau du SMIC. Le gouvernement a dit que les gens qui avaient fait toute leur carrière payer le salaire minimum, donc vraiment le salaire le plus bas, toucheraient 85% du SMIC lorsqu'elles arriveraient à la retraite.
Bon, sans rentrer dans les détails, en fait, c'est une promesse qui est un peu fausse, au sens où ça concernerait très peu de gens. Bon, c'est un petit peu technique, mais en tout cas, cette idée qu'il y a un minimum à la retraite qui existe en fait déjà, ça me paraît très important. Mais juste là aussi, pour vous donner une idée, malheureusement, les gouvernements ne sont pas toujours très honnêtes. Et cette obligation d'une retraite supérieure à 85% du SMIC, elle a déjà été votée en France. Elle a déjà été votée il y a longtemps, en 2003, et en fait, elle n'est pas appliquée. Et donc, par contre, je pense que là, on peut effectivement discuter avec le gouvernement en disant oui, effectivement, une personne qui a travaillé 40 ou 41 ans ou 42 ans, suivant son année de naissance, quand on arrive à la retraite, je pense qu'il faut dire, voilà, ça suffit, j'ai bossé dur, j'ai peut-être fait des erreurs dans ma vie, mais j'arrive à l'automne de ma vie, à la fin de ma vie, et à ce moment-là, je pense que c'est très important. Il y a une question de fragilité psychologique, physique, que quand on a 65, 70 ans, on ait un revenu qui permette, je dirais, de participer à la vie de la société, de pouvoir se nourrir correctement, de pouvoir se loger, s'habiller, de pouvoir sortir de chez soi, aller au minimum un tout petit peu au restaurant, de voir des amis, se déplacer. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit aux personnes à un moment où, de toute façon, pour plein de raisons, elles peuvent plus travailler. Voilà, les dés ont été jetés, et je pense que là, la société, elle doit protéger. On doit se protéger tous collectivement à ce moment de la vie où on devient de plus en plus vulnérable. Beaucoup de jeunes étaient présents lors des manifestations. Comment expliquer cet intérêt ? Parce que je pense qu'ils ont compris qu'ils savent, je pense qu'il y a une part pas de résignation, mais je dirais de lucidité des jeunes, qui savent qu'effectivement, ils n'auront pas la retraite que peuvent avoir leurs grands-parents actuellement. Ils savent bien que l'avenir va être compliqué, que les salaires de l'avenir risquent de pas être ceux du passé, qu'il y a plein de choses qui vont être difficiles. Je crois qu'ils se rendent compte qu'en fait, disons que c'est pas, que ça va les concerner, et que effectivement, ils voient bien, notamment aujourd'hui, par exemple, ce qu'on constate nous les économistes, c'est que le premier, disons, bon emploi aujourd'hui, en moyenne, il est déjà à 22 ou 23 ans. Et donc, déjà pour les générations actuelles, parce que les études s'allongent, parce que c'est difficile de rentrer sur le marché du travail, pas juste d'avoir des petits boulots. Et donc, vous voyez bien que, en fait, avec les 43 annuités, les gens, en fait, de la jeunesse savent que déjà, eux, ils vont déjà avoir bossé jusqu'à 66, 67 ans. Et donc, je pense qu'il y a un refus d'avoir toujours plus de contraintes, alors qu'ils savent que ça va déjà être compliqué pour eux et qu'ils veulent garder ce système social dont ils voient bien que ça fonctionne. Et je crois aussi que cette idée un peu fausse, même s'il y a des éléments de vérité, qu'il y a une opposition entre les jeunes et les vieux, ça c'est un truc qui me réjouit beaucoup actuellement. Je crois qu'il y a un ras-le-bol aussi de la prétention des milliardaires, et fait que les gens voient bien qu'il y a, disons, il y a un peu les gens ordinaires, et puis il y a les très riches, et que les gens ordinaires, vous et moi, qui allons avoir des vies normales, on va gagner au mieux des sommes normales, avoir une maison normale et pas prendre l'avion pour aller faire des week-ends à Londres, eh ben, il faut qu'on soit solidaires entre nous, et qu'en fait, il y a quand même eux et nous, et que clairement Emmanuel Macron, en plus il en est fier, lui, voilà, ses amis c'est les milliardaires, son rêve c'est qu'on soit tous milliardaires, on le sera pas, et heureusement, je pense que c'est pas du tout souhaitable pour une personne de devenir milliardaire, et que voilà, l'opposition, c'est pas entre les jeunes et les vieux, c'est entre les gens normaux qui bossent dur, qui souvent choisissent pas leur métier, qui choisissent pas leurs horaires, qui choisissent pas plein de choses dans leur vie, contrairement à ce que croit Emmanuel Macron, et que nous, les gens ordinaires, il faut qu'on continue à être solidaires comme on l'a toujours été en fait dans l'histoire sociale. Et si on a autant de protection sociale en France, c'est parce que par le passé, justement, les gens de tous âges ont été solidaires, et c'est la seule façon d'avoir des choses qui nous permettent effectivement d'avoir une qualité de vie en France qu'il y a dans très peu de pays et dont on doit être fier et qu'il faut qu'on défende parce que ça continuera pas tout seul si on se bouge pas, quoi. Un message à faire passer à la génération à venir ? Ouais, j'aurais un message, c'est lisez des livres. Lisez des livres. Je vais pas trop faire le vieux con, je sais très bien qu'on peut apprendre milliards de trucs super intéressants sur YouTube, sur plein de trucs, mais je crois que le livre, ça reste fondamental. Voilà, il y a des livres de Bernard Maris, il y a des livres de Jean Gadret, bon, je peux vous donner des références. Et ça, je pense que c'est important de se poser et de lire des gens qui ont pensé avant nous. Je pense que ça, c'est une façon vraiment géniale de grandir et de grandir aussi dans sa vie personnelle. Et le deuxième conseil que je donnerais, même si je sais que c'est très douloureux, c'est d'écrire. Je pense que c'est très important d'écrire. Quand on a des idées, d'écrire des petits textes sur Internet, etc. Je pense que écrire, c'est difficile, c'est très douloureux. Souvent, on a envie de jeter l'ordi, on pleure, etc. On n'y arrive pas. Mais moi, j'adore écrire pour ça parce que on n'écrit jamais ce qu'on pense qu'on va écrire. Il y a toujours des choses différentes qui nous viennent. Et on le dit, c'est bête, mais c'est vrai. Quelque chose qu'on a écrit, ça reste. Et je trouve que pouvoir se dire, j'ai écrit ça, comme mes étudiants, quand ils rendent la mémoire à la fin de l'année,
Ils souffrent pendant toute l'année, puis à la fin de l'année, il y a cette satisfaction, ils ont écrit un mémoire, ça restera, ils l'offrent à leurs parents, c'est dans la bibliothèque du salon de leurs parents quand ils vont les voir, et il y a quelque chose là, je trouve, qui est assez... Moi, je suis très attaché à l'écrit, aux vieux livres, j'adore ça et tout, et je pense que c'est quelque chose, c'est pas à la place du numérique, c'est pas à la place des vidéos, je pense que c'est complémentaire et que c'est chouette de garder ça. Comment voyez-vous le jeune d'aujourd'hui qui pourrait être président dans le futur? Ce que les gens attendent maintenant et attendent depuis longtemps, par exemple, il se trouve, c'est drôle que vous me posiez cette question aujourd'hui, il y a la première ministre de Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, qui a annoncé sa démission justement ces jours-ci. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué par son honnêteté. Elle a vécu des crises absolument terribles, l'attentat raciste, notamment d'extrême droite qu'il y a eu en Nouvelle-Zélande, le Covid évidemment, et tout un tas d'autres crises absolument dingues. Elle est très jeune, elle a une trentaine d'années. Et elle a beaucoup marqué l'opinion internationale parce que plusieurs fois elle a été honnête. Elle a dit là je sais pas, là j'hésite. Et en même temps, elle a aussi su prendre des décisions fortes. Et ça, pour moi, ça c'est un modèle. Je crois qu'aujourd'hui, on a compris qu'on allait, je pense, vraiment vers des périodes historiques qui vont être passionnantes sur le plan politique, intellectuel, qui risquent d'être, je pense, quand même difficiles sur le plan social. Il y a quand même des bonnes raisons de penser qu'il va se passer des événements quand même compliqués pour les gens. Et je crois que ce qu'on attend et ce que j'espère moi, avoir comme président plus tard ou comme présidente, c'est quelqu'un qui à la fois est charpenté intellectuellement et donc qui aura beaucoup lu dans sa jeunesse parce que quand on arrive au pouvoir c'est fini, il faut avoir lu avant, qui a des bonnes références théoriques, qui connaît très bien la réalité, qui a une vision claire de là où il ou elle veut aller, mais qui oublie jamais qu'il ne sait pas et qui est capable de le dire. Je pense que ça nous ferait énormément de bien à tous les Français d'avoir une présidente ou un président qui dit ben là, vous voyez, quand il passe le Covid, évidemment qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Personne pour leur tenir au cœur. Et voilà, je ne sais pas, j'écoute, et il me semble que là, la moins mauvaise décision, c'est celle-là. Et je pense que ça calmerait, ça ferait beaucoup de bien aux gens de dire, ben voilà, moi, dans cette situation-là, voilà la décision que je prends. Après, je m'y tiens à cette décision, mais je ne vais pas vous dire que je suis génial, je ne vais pas vous dire que je sais tout ce qui va se passer, je ne vais pas vous dire que c'est la solution parfaite. Et là aussi, je crois qu'il y a une grosse fatigue des Français par rapport au président actuel, qui est très prétentieux, qui a promis plein de choses qu'évidemment il ne pouvait pas tenir, et que là, justement, sur les retraites, il est très fatigant avec son côté, la nécessité, on ne peut pas discuter. Non, on peut toujours discuter de tous les choix politiques, même si à la fin, évidemment, c'est le président, ou plus exactement la majorité au Parlement qui décide. Avez-vous une proposition de ministre de l'économie et de président? Alors, comme ministre de l'économie, je verrais bien Gabriel Zucman, qui est un jeune économiste français extraordinaire, qui a beaucoup travaillé sur l'évasion fiscale, qui est professeur aux États-Unis dans l'université en Californie de Berkeley, et qui est quelqu'un que j'ai jamais rencontré en vrai, qui me fascine complètement, parce qu'il a produit il doit avoir 10 ou 15 ans de moins que moi, il dirige déjà un centre de recherche, il a produit des résultats absolument faramineux. En fait, il a lui-même créé toutes les données sur justement l'évasion fiscale. C'est le meilleur expert au monde. Et quand vous l'écoutez, vous en rendez absolument pas compte. Il est tout gentil, tout modeste. Et il a écrit un livre qui est un peu difficile pour les jeunes, mais qui s'appelle « Le triomphe de l'injustice », où il explique justement comment, depuis des décennies, on a beaucoup trop réduit les impôts sur les riches et comment ça menace la démocratie. Donc ça, je pense que ministre de l'économie, ça serait quelqu'un de fantastique parce qu'il est à la fois une puissance intellectuelle et de travail complètement hors norme. Et en même temps, je trouve sur le plan humain, il est très modeste et vraiment très intelligent, c'est quelqu'un de remarquable. Après, vraiment pour les fonctions politiques, moi j'aime beaucoup François Ruffin. Je pense que François Ruffin, où il y a à choisir, ça serait lui que je mettrais comme président de la République, même si, pour être honnête, je pense qu'il ne s'est pas du tout assez construit cette stature de présidentiable qu'il faut se construire malgré tout en France. Et on voit bien aujourd'hui que la guerre peut revenir en Europe, et je pense qu'il est loin d'avoir ce costume, pour dire quelque chose de très simple, mais qui est aussi une réalité de chef de guerre, de chef de l'État, de personne qui va négocier avec Joe Biden. On a du mal à imaginer quand même François Ruffin face à Vladimir Poutine ou à Joe Biden. Mais sinon, c'est quelqu'un dont je suis très proche intellectuellement, qui m'a beaucoup appris, qui justement lui a beaucoup lu, qui a beaucoup travaillé comme journaliste, qui a une énorme culture, qui justement a lu des livres de Jean Gadret ou de Richard Wilkinson, qui est très important dans ma formation intellectuelle. Et je trouve que c'est quelqu'un qui connaît très bien la réalité, qui raisonne très juste, et qui est un vrai intellectuel. Et ça, évidemment, je serais très heureux qu'il soit président de la République. Ouais.